Bon, eh bien, Guten Tag, Théodore. C'est parti. C'est parti. Voilà, effectivement, on est à quelques heures, quelques jours du Bayern Munich, Paris Saint-Germain. 5e match de cette campagne de Ligue des Champions, pas du tout chaotique, pas du tout Préoccupante. Voilà, exactement. On va dire ça On comme ça. reprend les termes. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est les termes de Luis Enrique. Ouais. Cette campagne de Ligue des Champions préoccupante du Paris Saint-Germain, qui, on le rappelle, est 25e sur 32, qui n'est donc pas dans les 24 premières places qualificatives. Paris qui compte 4 points, une victoire, un nul, 2 défaites. À la lutte avec le Slavia Prague. Et à 5 points du top 8. Mais attends, en 4 victoires, t'es dans le top Et 8. 4 victoires, t'es dans le top 8. C'est pas fini. Bon, après, t'as un calendrier compliqué. On va pas se Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de neige sur Paris ces Oui. derniers jours. On risque de jouer en maillot blanc. Je retrouve un peu Nostalgie. d'espoir. On va décrypter et on va dire quels sont les 3 points clés pour que le Paris Saint-Germain fasse un exploit. On va pas se mentir, on peut le dire, c'est un exploit du côté de l'Allianz Arena de Munich pour essayer d'aller chercher des points là-bas. Les 3 points clés. Et ce talk, il est sponsorisé par les amis de Winamax. Si on rappelle, on a la meilleure offre du marché, tout simplement, voilà, en toute humilité. Avec le code CS10, c'est simple. Votre premier dépôt, il est doublé. Et en plus de ça, avec notre code, vous avez 10 € en plus. C'est-à-dire que si vous jouez 30 €, ces 30 € se transforment en 70 €. C'est magnifique. Exactement. Et on vous partagera nos codes en fin de vidéo. 3 points clés. Le premier, Théodore, le poste de gardien de but. Ça Oui, fait partie des premiers points clés. Pourquoi ? Parce que, on va pas se mentir, Donnarumma, il est quand même pas hyper fiable. Ça fait pas, et on le dit pas ça depuis le début Non, de la c'est saison. c'est un Ça fait pléonasme. quand même un moment pour le coup. Et on se rappelle même la saison dernière, dans le parcours de Ligue des Champions qui amène le Paris Saint-Germain en demi-finale. On se rappelle qu'il n'est pas exemple de tout reproche contre le Borussia Dortmund au match retour. On se rappelle qu'il n'est pas exemple de tout reproche contre le Barça au match aller. On se souvient aussi contre Newcastle. Alors, il fait quelques bons arrêts à l'extérieur, mais il se prend des buts quand même assez simples. Non, mais Au tu Parc peux des Princes remonter, aussi, tu peux remonter depuis qu'il est contre le arrivé, Real Madrid. voilà. Bref, pour le coup, Donnarumma, moi, je vais pas te mentir. Je sais pas ce que tu en penses, Sodor. Est-ce que vous en pensez aussi dans les commentaires ? Je ne vois pas un match de Donnarumma où je me suis dit heureusement qu'il est là. En revanche, j'ai plus de matchs où je me dis mince, il est à côté des points au PSG, quoi. Et c'est pas comme Keylor Navas, sans faire de comparaison, mais on va quand même la faire. Keylor Navas, justement, à Munich, tu parlais tout à l'heure de la neige, etc. Parmi les grands acteurs de la victoire du PSG sur la pelouse du Bayern muraille. Munich, t'avais Navas qui est extraordinaire ce soir-là. T'avais un joueur sur lequel tu pouvais justement te fier. D'ailleurs, même ce match à Munich, je crois que c'était en 2023, Lequel où Verratti a sa perte de balle. Ah oui, Tu c'est vois, vrai. lancé par Bichel. Je pense que cette perte de balle, bon, Verratti nous fait un tourniquet dont normalement il a le secret. Ouais. Mais s'il revient pas derrière aussi, C'est parce qu'il a pas peut-être confiance aussi en parce qu'il y a Donnarumma. Donnarumma. Et Donnarumma, tu l'as dit, en Ligue des Champions, il n'y a pas de match vraiment référence, à part peut-être son tout premier match qui nous avait laissé beaucoup d'espoir contre Manchester City. Depuis, il encaisse but sur but. Il y a cette phase de groupe avec Christophe Galtier où il prend des buts à chaque match, littéralement. Et en plus, au-delà de ne pas être fiable, il répond pas forcément au fameux style de jeu que prône Luis Enrique. En parallèle, tu as peut-être un joueur qui peut répondre à ça. En tout cas, il a été recruté pour. Moi, à la base, je suis pas emballé, je le connais pas. Je pense qu'il y a peut-être mieux à aller chercher. Mais maintenant qu'il est là et maintenant qu'il a été en plus aligné dans des configurations où on disait qu'il y avait un pressing haut de la part d'adversaires en Ligue 1, ça a plutôt bien marché. Il a su proposer des solutions à ses défenseurs, notamment contre Toulouse hier. La question se pose en tout cas. La question se pose parce que aussi Matvei Safonov donc a enchaîné, comme tu l'as dit, en Ligue 1 sur quelques matchs. Son bilan cette saison, c'est 4 matchs disputés, seulement 1 but encaissé, et ce but, il est sur penalty. Alors, Contre certes, Rennes, c'était contre Rennes, absolument. Alors certes, c'était pas des matchs où il avait été non plus le plus mis en difficulté. Et le match était lent. Il y a eu hier donc contre Toulouse au moment où on tourne cette vidéo. Il y a eu le match contre Girona où Girona n'a pas eu non plus beaucoup d'occasions. Et Rennes justement. Où Mais il se ce qu'il prend a un eu à but, faire, il l'a plutôt bien fait. J'ai vu un graphique qui tournait avec la sollicitation des gardiens et un rapport d'efficacité. Et Donnarumma, c'est un gardien qui n'est pas extrêmement sollicité et qui en plus n'est pas efficace. Safonov, derrière, il est peut-être moins clinquant qu'un Donnarumma, mais pour l'instant, il nous a montré que quand on a besoin de lui, quand il doit réagir, il le fait plutôt bien. Alors le PSG en plus fait partie des équipes et même l'équipe qui a le moins bon ratio but concédé versus les expected goals, c'est-à-dire qu'ils ont encaissé depuis le début de la saison Ligue des Champions 5 buts et pour un nombre d'expected goals de 1,9 contre eux. Donc c'est-à-dire que c'est un but, et en moyenne, c'est un but tous les 4 tirs. C'est à l'opposé de nous ce qu'on fait. C'est à l'opposé du PSG. C'est-à-dire que le PSG a un ratio expected goals en but qui est catastrophique, et en but marqué et en but encaissé, c'est aussi le pire en Ligue des Champions. Et en plus de ça, Paris n'a concédé qu'une 20aine de tirs, et c'est un but concédé tous les 4 tirs.
Ouais. Alors, on ne dit pas que tout est de la faute de Donnarumma, on dit aussi que simplement, Donnarumma, dans ces matchs-là, il n'arrive pas à être décisif, et dans ses buts, il y a le but concédé contre l'Atlético, qui est un but qui doit enlever. Les 2 buts qu'il concède aussi contre Arsenal, les 2 buts sont pour lui. Ouais. T'as encore une sortie ratée, t'as un manque de réflexe sur le coup franc. Et en fait, la main molle contre voilà. l'Atlético. L'année dernière, Newcastle, il repousse un ballon dans les pieds d'Isaac. Est-ce que Safonov doit être titulaire contre le Bayern? Tu l'as recruté, c'est justement pour apporter autre chose. Moi, je le lance dans le grand bain. Ça fait mal de dire ça. Non, bien sûr. Parce que je ne connais pas bien Safonov, encore une fois. Et quand tu as une confrontation comme ça contre le Bayern, peut-être que tu connais moins bien Safonov, mais on connaît très bien Donnarumma. Voilà. Et donc, en tout cas, je comprendrais largement que Luis Enrique fasse ce pari-là. Et je pense que ça peut faire partie des clés de ce match, notamment si tu as un Bayern qui a la possession, qui aime bien jouer haut. Si tu vas apporter des solutions et jouer plus avec ton gardien, ce qui a été fait contre Toulouse encore une fois, c'est en tout cas dans cette logique que Safonov pourrait être titularisé. Et ouais, j'ai envie de prendre le pari. J'en ai marre en fait de m'arracher le peu de cheveux qui me restent avec Donnarumma qui lui aussi a quelques problèmes à ce niveau-là. Voilà. Bien plus que toi. En même temps, il fait des teintures à quoi il joue. C'est vrai, frérot. Même sur ça, il est pas logique. Voilà, Safonov, il a plus de cheveux en plus, donc il a tout pour lui. C'est parti, Safonov titulaire. On est d'accord. T'es d'accord? Ouais, fait partie des clés 100%, de ce match. 100%. Tu m'as convaincu avec les teintures de Donnarumma. Non mais voilà, il fait partie des clés. Encore une fois, ça reste un pari. Ouais. Mais en tout cas, il va dans la logique même du style de jeu qu'on voudrait voir dans ce match et qu'on va peut-être développer justement par la suite. Bonne transition, c'est le deuxième point. Et le deuxième point, pardon de le dire, le deuxième point, c'est Luis Enrique. Voilà, c'est plus global. Pourquoi on dit ça, blague à part? C'est parce que le Bayern Munich, c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon. Et j'ai analysé les matchs. J'ai analysé les matchs contre Augsbourg. J'ai analysé les 2 défaites du Bayern en Ligue des Champions cette saison, contre Aston Villa et contre le Barça, pardon. Et il y a un point commun qui est assez incroyable dans ces 2 défaites, c'est que à chaque fois, tu élimines le premier rideau, ballon long en profondeur, et ils arrivent toujours à dépasser la défense. Et donc pour ça, quand tu joues comme ça signifie que tu as moins la balle. Tu as plutôt un jeu où tu récupères vite la balle, tu élimines le premier rideau qui fait un très gros pressing parce qu'il y a un gros pressing, surtout des offensifs sur la première relance. Dès que tu arrives à éliminer et que tu t'appliques sur ta passe longue, tu as des boulevards pour des mecs un peu rapides. Et Rafinha, par exemple, c'est éclaté dans ce match. Au bout d'une minute de jeu, tu me diras. C'est pareil sur le but de Lewandowski. C'est une ouverture. Et je crois que c'est Firmine aussi qui la récupère et qui fait la passe en retrait pour Lewandowski. Bref, c'est pareil pour Duran contre Aston Villa. Contre le Bayern avec Aston Villa, ouverture en profondeur et il arrive à la sortie moyenne de Neuer et il arrive à marquer. Bref, il y a beaucoup de similitudes et donc, malgré ce qu'a pu dire Luis Enrique dans son documentaire, où il dit clairement, je signe si je perds, mais avec mes idées. Frérot, ne signe pas ce papier. Faut plus perdre là. Faut plus perdre. On s'en fout. Je pense qu'on peut se dire aussi que le documentaire a été tourné un petit peu avant cette situation préoccupante et que maintenant il faut quand même être un peu plus pragmatique. Clairement. Parce que le Barça à la base, c'est une équipe qui a des joueurs qui peuvent justement avoir la possession. Clairement. En plus, ils étaient chez eux. Tu peux t'attendre à ça. Non, ils ont 60% de possession, le Bayern là-bas. Ils perdent 4-1. Le Barça a fait le dos rond à ce niveau-là. Ils ont exploité les transitions et tu peux produire du beau football. Tu peux gagner comme ça. Donc là, tu es quand même à l'Allianz Arena. Ils n'ont pas perdu là-bas depuis un match contre le Paris Saint-Germain, justement, en 2021. Donc la dernière défaite en Ligue des Champions du Bayern à domicile. Je précisais bien, en Ligue des Champions, avec un but notamment, avec Draxler qui fait une super ouverture, transition, tout ça. Donc là, si tu arrives en fait avec tes principes habituels, où tu te dis je vais avoir la possession, je vais faire le jeu, etc. au Bayern, t'es un peu présomptueux quand même. Le Bayern aime bien aussi avoir la possession de la balle. Dans tous les matchs, il joue très haut. Voilà, dans tous les matchs qu'a eu le Bayern, qu'il a pu jouer, ils ont tout le temps eu la possession. Même contre le Barça, ça a été plutôt, c'est du 58-42, pardon, mais sinon, la plupart des matchs, ils ont toujours à plus de 60 voire 70% de possession de balle. Donc c'est une équipe aussi qui aime avoir le ballon. C'est une équipe aussi, en tout cas sur les phases offensives, qui aime beaucoup faire des changements de côté, les centres. Et à chaque fois, il y a une masse, il y a un nombre de joueurs dans la surface de réparation aux abords, c'est impressionnant. Hier encore contre Augsbourg, où il tire plus de 30 fois, il y avait toujours 5, 6, 7, 8 joueurs dans la surface. Ce qui signifie, ça laisse beaucoup d'espace, donc dans leur dos. Et ils les ont poussés à la faute, c'est comme ça qu'ils obtiennent 2 pénaltys. Et à la fin, d'ailleurs, le dernier but, c'est encore un centre sur Harry Kane. Exactement. Et les 2 buts qui marquent, dont un refusé contre le Barça, ça vient de centre. Maintenant, pour ça, justement, il faudrait avoir une équipe qui arrive clairement à jouer en transition par les forces du Paris Saint-Germain au vu de ses profils. Et donc,
C'est pour ça qu'on avait imaginé une compo. Avec encore un choix fort. Avec encore un choix fort. Dès le secteur défensif. Exactement. On avait imaginé, donc dans la compo, donc dans les buts de Safonov, en défense, à gauche, Nuno Mendes est incertain. Et de toute façon, personnellement, je ne l'aurais pas mis. Nuno Mendes, qui est quand même très décevant, incertain ou pas, face à Olysée ou Coman ou Nabri ou on l'a vu face à Yamal, on l'a vu face à Jadon Sancho. En tout cas, dans ce registre-là. Donc, on aimerait bien voir Willian Pacho qui à gauche réussit plutôt ses débuts avec le Paris Saint-Germain, qui a connu une défense à 3 du côté de Francfort, qui avait gagné d'ailleurs contre le Bayern. Pacho à gauche, Marquinhos au centre de la défense à 3 pour s'occuper des duels aériens avec Harry Kane. Client Harry Kane. Exactement. Qui est à 18 buts en 17 matchs, 9 passes D. Ouais. Et la petite surprise à droite de cette défense centrale. Et c'est là où c'est effrayant. Et franchement, je pensais pas dire ça de sitôt. Mais je pense qu'on doit faire appel à Milan Skriniar. Milan Skriniar, qui est quand même, je trouve, assez solide. Alors le problème, c'est que sur les duels aériens, il est pas bon. Mais c'est pour ça que le mettre un peu sur le côté. Après, le problème, c'est que la prise de profondeur, là où justement on a retrouvé quelques difficultés contre Toulouse, même s'il fait un très bon match, et il faut vraiment qu'Hakimi lui porte main forte. Et c'est pour ça que Hakimi doit être plus bas sur le terrain et doit être un véritable défenseur, non pas un joueur qui va se porter vers l'avant, mais plutôt un vrai défenseur qui va aider Milan Skriniar. Et c'est pour ça qu'au milieu de terrain, moi personnellement, mon choix, c'est que j'enlèverai un milieu de terrain de l'habituel Vitinha, Neves, Zaïre Emery, qui je trouve ne m'a jamais vraiment convaincu, pour être honnête. On verra après, et il faut que ça crée des automatismes. Et j'enlève un de ces joueurs, et je vais plutôt à chercher Lee Kang-in, moi en tant que titulaire. Donc c'est-à-dire, je mettrai un milieu à 2 avec Joao Neves qui sort d'un super match encore contre Toulouse à l'image de son très bon début de saison, aux côtés de Zaïre Emery aussi qui sont d'un très bon match. Je mettrai devant eux peut-être un Ousmane Dembélé qui a prouvé dans des gros matchs qu'il pouvait être bon à ce poste-là, récemment encore contre Marseille. Lee Kang-in sur le côté droit aussi, qui est très bon, je trouve, et qui peut amener ce côté où, en fait, avec une passe, parce qu'il a une très bonne qualité de passe, avec une passe, il peut casser des lignes, faire des ouvertures, faire le dribble qu'il faut et tout. Vitinha, c'est peut-être un joueur plus de possession, un joueur qui va contrôler le tempo. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans cette configuration-là, le profil de Vitinha, je le préfère en sortie de banc plutôt que je préfère mettre Lee Kang-in qui va tout de suite peut-être plus se projeter rapidement vers l'avant, ou un Dembélé qui va aussi plus se projeter rapidement vers l'avant, comme Barcola sur le côté gauche. Et en 9, on attend peut-être, c'est notre prochain point. C'est le dernier point. En tout cas, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec ça ou avec ce milieu de terrain? Justement, c'est quand on parle un peu de ce deuxième point globalement sur Luis Enrique, c'est d'accepter quelque part que le Bayern va avoir la possession, va jouer haut, et ensuite il faut au mieux profiter de leur largesse défensive, le fait qu'ils soient placés très haut, et profiter des contre-attaques. En tout cas, dans la physionomie, dans la tactique, on va dire, à notre humble échelle, je te rejoins. Moi, ma seule variante, c'est au niveau du milieu de terrain, parce que je suis d'accord avec toi, le Vitinha de cette saison est très dans le contrôle, mais ça va aussi dans ce que lui demande Luis Enrique, pas prendre forcément de risques. Après, Vitinha, je pense qu'il a les qualités pour faire autre chose, pour jouer plus long. Il a une très belle qualité de passe. On l'a vu notamment là lors de la trêve internationale avec le Portugal, où il fait une action de grande classe, contrôle orienté, projection pour Joao Félix. Pour moi, c'est Lee Kang-in qui commence sur le banc, et Vitinha côté de Joao Neves. Ou Joyeux Neves. Voilà, Joyeux Neves parce qu'il était content. En commentaire. Voilà, Joyeux Neves parce qu'il était content, il a marqué un très beau but. Et Joyeux Neves parce que c'est un joyeux tout simplement. Et puis Joyeux Neves parce que c'est bientôt Noël. Félix Neves. Félix Neves. N'est-ce pas? Et ce qui nous fait une transition pour le secteur offensif. Oui, pour le secteur offensif, parce que on a besoin, dans la compo qu'on imagine, déjà on va demander aux gens, est-ce que vous préférez plutôt Vitinha au milieu ou plutôt peut-être placer un Lee Kang-in tout de suite titulaire? Dites-le nous dans les commentaires. Et en attaque, troisième surprise, allons jusqu'au bout, ou quatrième, ça dépend les compos, et ben c'est Randal Kolo Muani. Je sais, ça fait un petit moment en vrai, ça fait un petit moment en avant-match, on essaie de quand même aller dans son sens. Un peu, allez, quand même. Regardez, dans une équipe où là justement tu vas aller chercher de l'espace. Kolo Muani, c'est comme ça qu'il s'est éclaté en Bundesliga. Il a marqué 2 buts contre le Bayern lorsqu'il était en Bundesliga. Il avait marqué aussi contre le Bayer Leverkusen. Il avait marqué aussi contre Borussia Mönchengladbach, presque contre des grosses équipes contre l'RB Leipzig aussi. Donc contre des grosses équipes de Bundesliga cette saison-là. En plus de ça, on l'a vu aussi, il peut aider dans les coups de pied arrêtés d'un point de vue des duels aériens. On l'a vu contre Toulouse, il peut être une vraie aide défensive. Défensivement comme offensivement aussi. Où il est très bon de la tête. Je suis désolé, mais c'est un match qui est fait pour Kolo Muani. Et en plus de ça, je trouve que son entrée contre Toulouse a été
bonne. Son entrée contre Angers a été plutôt bonne. Son début de saison a été plutôt bon. Il a été un peu coupé comme ça du jour au lendemain. Je ne sais pas trop pourquoi. Sans être le crack qu'on imagine, mais moi, je suis désolé. Alors, je sais que je vais en soulever plus d'un qui vont s'énerver, mais Soulever quand même. oui, soulever des nerfs, tu vois. Mais quand je vois les matchs en ce moment de Barcola où il est en difficulté, les matchs de Dembélé où il est un peu en difficulté, je parle même pas des matchs d'Asensio où il est inexistant. Je sais pas pourquoi Kolo Muani n'a pas sa place là-dedans, honnêtement. Hein, parce que c'est toujours, à chaque fois, c'est mais... toujours parce que Luis Enrique prône son contrôle. Et donc, oui, mais enfin, place Barcola, il t'amène aucun contrôle. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument profiter des contres, des transitions. Parce que pareil, un Barcola, en fait, dans une situation où tu as la possession, où tu as le contrôle, il va se retrouver en 1v1 contre soit Leimer, soit Guerrero. Il va pas faire grand chose. En plus, arrêter et avec ses dribbles, il est de moins en moins intéressant. Je suis d'accord. Même sur ses contrôles, voilà. Alors qu'un Barcola lancé en profondeur, qui va pouvoir combiner même avec un Kolo Muani, là tout de suite c'est plus intéressant. C'est l'ami Sinbad Mohamed sur Twitter qui avait dit que Barcola, sur ses 21 derniers dribbles, il me semble, 21 ou 27 derniers dribbles, il n'a réussi que 7. Voilà. Donc ça montre qu'il est quand même, il n'est pas dans une grande forme non plus en ce moment, et parce qu'aussi peut-être que ce jeu arrêté de possession lui convient quand même de moins en moins, voilà, et que c'est un joueur qui a quand même besoin d'espace. C'est dans la logique en tout cas qu'on aimerait voir. Exactement. Après, est-ce qu'on la verra? J'en suis pas forcément convaincu. Mais voilà, Kolo Muani, tu l'as dit, il connaît les équipes de Bundesliga, il connaît le Bayern, il connaît même Upamecano avec l'équipe de France. Donc je trouve que ça va dans cette logique, effectivement. Je repense à cette transition rapide, même dans ce qui est peut-être encore son meilleur match, qui était l'année dernière, mois d'octobre, contre Marseille, où il nous fait un rush exceptionnel. Et même contre Girona, contre Girona, il avait quand même bien apporté alors qu'il avait des espaces. Là, je répète, contre Toulouse, son entrée, à un moment, il part du côté gauche et il repique dans l'axe pour décaler pour Vitinha. C'était, comme je trouve, quand même très intéressant. Est-ce qu'il a été titulaire une seule fois en Ligue des Champions cette saison, Kolo Muani? Je ne crois pas. Donc, pas. Même si, encore une fois, c'est peut-être pas la solution à tous nos problèmes. Tu vois, un peu pareil que quand on se dit est-ce que Ramos va tout changer? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça mérite d'être essayé. Quand tu vois que sur les 6 derniers matchs, encore une fois, de Ligue des Champions, aucun de tes attaquants n'a marqué. Ouais, 100%. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour essayer de convaincre Lucho. Demandez aux gens, est-ce que vous pensez que Kolo Muani va être titulaire? Est-ce que vous êtes d'accord avec notre compo, nos 3 clés, ou si vous en avez d'autres? Bon, maintenant, il faut passer... Au pronostic. Au prono. Moi, j'avoue, on a fait tout ça, les 3 clés, etc. Maintenant, ma seule limite à tout ce qu'on vient de dire, c'est le Bayern. Alors, c'est le Bayern et Luis Enrique. Oui, parce que, je le répète, Luis Enrique, dans son documentaire, il a dit « Je mourrai avec mes idées. Je signerai, même si on perd, mais j'irai au bout de mes idées. » Ses idées, c'est la possession, c'est d'avoir le contrôle de la balle, quitte à perdre. C'est ce qu'il a dit, il veut aller au bout. Bon, alors, tout ce qu'on a dit, que je pense, à mon humble avis, est pertinent, et je pense que beaucoup le pensent. Je pense que Luis Enrique s'en tape. Pour lui, c'est par le contrôle, la possession, etc. Donc, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, le PSG, et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui le montrent en Ligue des Champions cette saison, et ben quand le PSG essaie d'avoir le contrôle, etc., il n'arrive pas à marquer, il n'arrive pas à gagner. Et c'est pas anti-PSG ou forcément anti-Luis Enrique de dire ça. C'est juste, et même par rapport au profil des joueurs. Si demain, on arrive à Munich et que tu arrives à poser ton rythme et le contrôle du match et que tu gagnes, on sera les premiers à dire bravo. Et ça serait une incroyable performance d'ailleurs de faire ça contre le Bayern à domicile qui encore une fois n'a pas perdu en Ligue des Champions depuis 2021. Clairement. Et cette saison à domicile, t'as aucune défaite. Alors les stats du Bayern à domicile justement. Sur les 34 derniers matchs disputés, il n'y a qu'un seul match où ils n'ont pas marqué. En Ligue des Champions, hormis Copenhague en novembre 2023, la dernière fois que le Bayern n'a pas marqué à domicile, il faut remonter au 11 avril 2018. Il faut s'y préparer. Le PSG à l'extérieur, c'est un bilan qui est mitigé, pas cata, mais mitigé. Sur les 15 derniers matchs disputés à l'extérieur, c'est 7 défaites, 4 matchs nuls et seulement 4 victoires, 20 buts inscrits, 24 encaissés. Bon voilà, c'est de toute façon clairement le titre du talk on l'a préparé en amont, c'est les 3 clés pour faire un exploit. Paris, s'ils vont chercher des points, s'ils vont gagner, c'est un exploit. Et les gens nous rabâchent en disant c'est le projet, soyez patients, on ne s'attend à rien cette année. Ne vous attendez pas à une victoire à ce moment-là à Munich tout simplement, puisqu'il faut être patient. Donc moi personnellement, j'ai du mal à imaginer que le Paris Saint-Germain gagne à Munich au vu du début de saison du Bayern, au vu du début de saison du PSG, au vu de l'efficacité et plutôt même de l'inefficacité dans les 2 surfaces du PSG. De la pression que tu te mets aussi. À la base, il faut le rappeler, quand tu te projettes sur le calendrier, le Bayern, ça doit être un match presque bonus. On verra. Le Bayern a perdu contre Aston Villa, alors c'est à l'extérieur, mais ça a été une surprise.
Peut-être que le PSG peut en créer une. Tu Ils en vois, sont capables. avec Enfin, les clés. avec les clés qu'on a données, je pense. Il y a des armes en tout cas. On Voilà. dit pas que ça va forcément marcher. Non. En tout cas, il y a des il armes. y a nos pronos. Nos pronos après tout ça. On va faire un long disclaimer. Voilà, exactement. Les pronos sont, comme vous le savez, sponsorisés par les amis de Winamax. On a notre code CS10, on vous rappelle. Votre premier dépôt est doublé. Vous avez 10 € de bonus avec ce code qui nous aide. Et on remercie les amis de Winamax. Ça nous aide à nous développer si vous passez par notre code, si vous voulez jouer. Voilà. Mais il y a 2 disclaimers qui sont importants. Le premier, si tu as moins de 18 ans, mon ami, c'est ciao, c'est pas le droit. Tu es hors la loi. Voilà, tout simplement. Pas autorisé. Exactement. Tu ne veux pas être hors la loi, donc tu ne le fais pas. Et de 2, les amis, soyez responsables. Ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est important. Ça doit être pour pimenter un peu vos rencontres. Ça doit être voilà, quelque chose de fun, entre guillemets. Et si vous ne voyez pas comme ça, c'est ça. Si vous voyez c'est pas pas comme un ça, moyen de s'enrichir. Exactement. Évidemment. Si vous ne voyez pas comme ça, c'est ciao. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, passons au prono. On a sorti quelques cotes. Par exemple, la cote, j'ai sous les yeux, la victoire ou le nul du PSG, les 2 équipes qui marquent. On est un peu optimiste. C'est ça intéressant. La cote, elle est à 2,85. Donc, c'est-à-dire que si tu mises 30 €, et avec notre code CS10, ça se transforme en 70 €, et ben ton 30 € se transforme en 200 €. Les codes globales, c'est 1,60 pour le Bayern, 4,40 le match nul, 4,80 la victoire du Paris Saint-Germain. Moi, alors, franchement, je te dis honnêtement, après tout ce qu'on a dit, je miserai pas directement sur la victoire sèche du Paris Saint-Germain. c'est clair. Par contre, sur le match nul, je pourrais le faire. Franchement, à 4,40. À 4,40, je trouve que ça peut être intéressant. Moi, j'avoue, et on s'était mis d'accord sur cette cote-là avec Théodore, la cote, c'était les 2 équipes qui marquent et plus de 3,5 buts dans ce match. Match ouvert. Match ouvert. De toute façon, il va y avoir des buts. Il va y avoir des buts. On a rappelé encore une fois à quel point le Bayern marque à la maison. Et derrière, on espère pouvoir que Paris arrive enfin justement à être, voilà. sur les transitions dont on parlait. Exactement. Ou alors sur les attaques placées de Luis Enrique. Exactement. Dans tous les cas, on veut des buts. C'est clair. La Ça cote, elle est à cette cote. 2,25 chez les amis de Winamax. C'est-à-dire que si vous misez 30 € qui se transforment en 70 €, eh bien, ça passe à 157 € de gain. On se dit que quand même, aller chercher un match nul, ça pourrait être, Honnêtement, un match nul, une réussite. honnêtement, un match nul, c'est c'est un bon résultat pour le PSG. Je vais pas te mentir, hein, moi, un match nul, parce que ça te j'en permet sors d'avoir satisfait parce que tu as 5 points. Potentiellement, je pense que tu prends 3 points contre Salzbourg. Et après, normalement, pour la qualification, tu as besoin de 9 ou 10 points. Et donc, tu peux aller chercher peut-être un point à domicile contre Manchester City. Pourquoi pas? Voilà, imaginons, ça fera 9 points. Stuttgart à l'extérieur, tu peux aller chercher un match nul ou une victoire, et là, ça te permet d'être au moins dans le top 24. Mais un match nul serait, on va pas se mentir, un bon résultat pour le PSG. Maintenant qu'on a fait l'avant-match, on espère que Luis Enrique va s'inspirer de ce qu'on a dit. Je ne pense pas. Qu'il ait ses principes ou pas, peut-être qu'il y aura des similitudes, peut-être que, à la base, Safonov, c'est son idée, vraisemblablement. Donc, peut-être que ça pourra apporter ses fruits, on l'espère. On va voir aussi comment il va pallier l'absence de Nuno Mendes, ou s'il va prendre le risque aussi de l'aligner. Donc, indirectement, il va peut-être aussi participer à cette réflexion. Merci Théodore. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Et on vous invite toujours aux petits abonnements, aux likes, tout ça. On a une vidéo Pastore qui a flop. C'est terrible. Une vidéo qu'on a kiffé tourner, qu'on a kiffé monter, vous partager tout ça. Et bon, bah ça vous a pas trop intéressé. Mais elle est dispo, le lien est dans la description. Et je vous assure que voilà, c'est 13 minutes à peu près, 12 minutes, je sais plus, de kiff. Voilà. On a adoré. Bon, merci à vous en tout cas. C'est très cool. Et puis on se retrouve pour l'après-match, comme toujours. Et on espère avec le sourire.